Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire. On va encore attendre quelques instants avant de commencer que l'ensemble des participants rejoignent la salle de diffusion. On va encore attendre 2 minutes. Allez, on va y aller. Donc, bienvenue sur ce webinaire co-animé par Talend et Kerus, dont la thématique est délivrer des données fiables et sécurisées avec la Talend Data Fabric. Alors, pourquoi cette thématique? Parce que c'est celle qui nous semblait le plus correspondre et afficher les nouveautés depuis quelques temps de Talend et les nouveautés futures, puisqu'on va vous montrer des choses qui arrivent avec la release Winter 2020. Donc vraiment les toutes dernières nouveautés Talend. Donc un rapide rappel sur qui est Kerus. Kerus est une ESN spécialisée dans le domaine de la data et du digital. Donc historiquement la data, puis le digital ensuite, une ESN mondiale. On a les deux domaines data et digital qui sont là pour vraiment vous mettre en valeur les données de votre entreprise. Et cette ESN multipartenaire a tout de même un partenariat très fort avec l'éditeur Talend. Et dans ce sens, on vous propose ce webinaire co-animé avec Talend pour vous montrer les nouveautés de cette plateforme. Donc, qui est présent à ce webinaire? Deux personnes. Moi-même, Simon Leroy, je suis responsable des opérations sur le site d'Aix-en-Provence chez Kerus. Donc, pourquoi le site d'Aix-en-Provence? Parce que le site d'Aix-en-Provence a la particularité de disposer d'un centre de compétences Talend avec un très haut niveau de savoir-faire et de delivery sur les solutions. Et c'est avec cette casquette de référent technique de ce centre de compétences que je vais vous parler aujourd'hui. Je co-anime ce webinaire avec Jean-Michel de chez Talend. Jean-Michel. Oui, bonjour. Je suis Jean-Michel Franco. Effectivement, je suis en charge du marketing produit chez Talend. Je suis en charge plus particulièrement en fait de la région, tout ce qui est Europe, Afrique, Moyen-Orient et puis Asie-Pacifique. Alors, je ne sais pas si tu peux me donner la main sur la présentation. Voilà, c'est parfait. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? J'ai un doute sur le fait que vous voyez mon écran. On voit ton écran, mais le mauvais. On voit le mode présentateur, Jean-Michel. Alors, ça c'est bien embêtant. On va faire ça. Pourquoi je n'ai pas le moyen de partager mon écran présentateur? Alors pourquoi?
Alors, à ce moment-là, je vais décrocher mon écran, ça devrait être mieux. Excusez-moi pour ce petit problème technique. Alors, est-ce mieux? Est-ce mieux, Simon? Oui, c'est parfait. Voilà, donc, désolé pour ça. Alors, on reprend donc ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. D'abord, on va parler des enjeux de la data et pourquoi en fait les entreprises ont du mal à vraiment exploiter leurs données, à les mettre en qualité, à les partager plus rapidement, et pourquoi elles ont besoin de mettre en place des très très gros projets du style MDM, etc. pour mettre en place ça. Donc, on va présenter une approche peut-être un peu plus agile, qui peut être appliqué de manière automatique et systématique sur l'ensemble des données, ce qu'on appelle le collaborative data management. Donc, on va expliquer pourquoi on a ce type de besoin. On va voir comment est-ce qu'on peut le faire avec Talend. Et en fait, on va voir comment on peut le faire simplement. Donc, ce qu'on a fait avec Simon, c'est qu'on a établi un scénario tout simple en fait de collaboration. Donc, on va travailler ensemble sur la plateforme cloud de Kirus pour montrer en fait comment une association entre un utilisateur plutôt technique, un data engineer que va jouer Simon, et un utilisateur plus métier, quelqu'un qui travaille aux opérations marketing. Je vais prendre ce rôle, peuvent travailler ensemble pour réaliser rapidement un objectif business qui sera là d'améliorer la transition des clients des boutiques vers le e-commerce. Et puis, on présentera les prochaines étapes et comment vous pouvez vous projeter sur ce type de plateforme, quel est le scénario en quelque sorte d'engagement. Alors d'abord, pour commencer, ce qu'on voit en ce moment, et ça s'accélère avec le Covid, c'est que les promesses de la transformation numérique sont de plus en plus claires. Donc la demande du côté business est en train de s'accélérer parce que le business a compris comment ils peuvent tirer parti du numérique. Donc on voit plusieurs cas d'usage. D'abord, dans tous les départements, on voit que les métiers ont envie de tirer profit des données, ils veulent faire de l'analytique, ils veulent partager de l'analytique pour tout le monde, ils veulent faire des choses plus avancées en analytique avec de l'intelligence artificielle. Ceux qui sont plutôt du côté marketing et vente, ils veulent transformer l'expérience client avec des vues 360, avec des vues 360 actionnables qui permettent de personnaliser les échanges, par exemple. Ceux qui sont plutôt dans la partie risque, contrôle, ils sont sur la gestion des réglementations, sur la gestion des données personnelles. Donc, ils veulent avoir plus de contrôle sur leurs données, comment elles sont calculées, d'où elles viennent, où elles vont, comment on les protège. Du côté de l'IT, on est extrêmement intéressé par la notion d'innovation qui, notamment avec le cloud, avec des principes comme le DevOps, avec toute cette évolution technologique qui est arrivée. Donc, comment est-ce que je peux faire pour accélérer la manière dont mes applications sont mises à disposition de mes métiers? Et puis enfin, du côté des opérations, ce qu'on entend, c'est contrôle des coûts, c'est Internet des objets, c'est remote process automation. Donc là aussi, on veut pouvoir utiliser les data pour optimiser ces processus. Malheureusement, il y a un point de blocage qu'on voit partout, c'est que les entreprises, plutôt que de transformer ces données en opportunités, elles ont tendance à batailler avec leurs données. Et donc, il y a ce qu'on appelle un data chaos. Ce data chaos, il est provoqué par la multiplication des données. Cette multiplication des données vient de l'extérieur parce que les clients créent des traces sur Internet, parce que les produits commencent à aller vers les outils, etc. Donc, il y a cette accélération externe, mais il y a aussi une accélération interne parce que, en fait, dans la façon dont on gère les données, on a tendance à les dupliquer. Et donc, quand on regarde cette explosion des données, selon IDC, elle est provoquée à 50% par les données de l'entreprise proprement dites. Donc, ce n'est pas que les données externes qui amènent de la complexité, c'est la façon dont on les gère dans l'entreprise. On a tendance à les recopier dans des data lakes, dans des data warehouses, dans des fichiers S3, etc., etc., et on perd le contrôle. Et donc ça provoque une crise d'efficacité. C'est-à-dire que ce que toutes les entreprises cherchent à faire, c'est avoir plus de gens qui sont qui sont sensibles à la data. Ils cherchent à avoir des data scientists, des data engineers, etc.
Mais ces gens-là, ils sont pas très efficaces malheureusement, et les études montrent que ces gens-là, ils passent 66% de leur temps, 2 tiers de leur temps à chercher la donnée, à trouver celle qui est bonne, à la remettre en forme par rapport à leurs besoins, etc. Et ça, c'est pas très productif, hein. Si IDC estime qu'on perd un data professionnel, un professionnel de la data perd 8 heures dans la semaine à faire des choses inefficaces parce qu'il n'a pas la bonne donnée sous la main. Et ça augmente avec le temps. Et donc, en définitive, bah, ça coûte cher. Et donc là, ça commence à se voir, c'est-à-dire que des études commencent à sortir, par exemple Gartner, qui dit que la qualité des données en moyenne dans les entreprises qu'il a sondées coûte plus de 10 millions d'euros par an, parce que ça se transforme en campagnes qui n'arrivent pas sur la bonne personne ou qui sont mal segmentées ou des choses comme ça, non pas parce que le dispositif marketing n'était pas bon, mais parce que les données ne sont pas à la hauteur. Alors, ce qu'il faut instituer, ben, c'est une mécanique qui permette de désenclaver les données. Donc, des données, on en a partout. On a, par exemple, les données de ces CRM, les données de ces ERP. Elles sont un peu ankylosées, confinées, si je peux utiliser ce mot, dans les applications sources. Et donc, ce qu'il faut, c'est être capable de les désenclaver et de créer un point unique, une sorte de data cafétéria où tout le monde puisse travailler, améliorer les données, les mettre en forme et les partager. Et ça, à partir du moment où on est capable de faire ça, désenclaver les données, puis prendre le contrôle sur ces données, eh bien, à partir de là, on peut libérer les usages. On peut diffuser ces données sur une population plus large parce qu'elles sont documentées, parce que quelqu'un s'en occupe. On peut aussi diffuser ces données dans des algorithmes ou dans des applications en utilisant les API. Et donc, c'est ça l'ambition de Talend. Alors, vous me direz, c'est pas nouveau. J'ai par exemple cité des initiatives comme des MDM. On avait déjà des initiatives comme ça pour désenclaver les données, mais c'était des initiatives très, très lourdes, et qui ne concernaient qu'une sous-partie des données. Quand on fait un projet MDM, on s'attaque juste au master data, et déjà, c'est un projet qui paraît assez phénoménal. Et donc là, l'objectif de Talend, c'est de proposer un moyen automatique et systématique qui permette de s'appliquer à tout type de données pour pouvoir créer ce processus et le faire de manière assez pragmatique. C'est-à-dire, OK, je vois que mes données dans Salesforce, elles ne sont pas terribles, elles ne sont pas partagées, remontons-nous les manches pour pouvoir les partager plus facilement. C'est ce qu'on va montrer exactement dans la démo. Alors le but donc c'est de faire de ces données un sport d'équipe. Et donc pour prendre un exemple, on va prendre un scénario. On va prendre les exemples retail aujourd'hui, donc restons dans le retail. Je suis un data scientist qui travaille dans le retail. Les gens commencent à ressortir de chez eux, commencent à revenir dans les boutiques ou à faire des achats e-commerce. Je veux pouvoir mieux prévoir la demande et mieux anticiper la demande, et en particulier je veux voir si la demande est sensible à la météo. Donc moi, je suis data scientist. Au début, je travaille en laboratoire. Je travaille un peu tout seul. Je me débrouille pour trouver des données météo sur le net, en open data. Et puis, je vois que ça a vraiment un impact. Donc là, qu'est-ce que je fais? Il va falloir que je déploie ça dans mon entreprise. Donc là, j'ai besoin d'aller voir mon collègue, peut-être un data steward, dont lui, le rôle, ça va être de dire, OK, si j'ai besoin de données météo, maintenant, peut-être qu'il va falloir que je passe des contrats avec des sociétés qui vont me les vendre, il va falloir que je les protège, etc., etc. Donc, le data steward, lui, va valider les données, va trouver la meilleure source de données, peut-être les valider en termes de qualité, de conformité, passer les contrats avec les fournisseurs, et voir qui en a besoin, etc., etc. Ensuite, l'étape suivante, ça va peut-être être une étape plus technique. Il va falloir que ces datasets ils soient accessibles à tout le monde, ils soient rafraîchis tous les jours ou toutes les quarts d'heure, donc à fréquence régulière et de manière complètement automatisée. Donc ça va plutôt être l'équipe de l'IT, des data engineers qui vont faire ça. Et puis, ils doivent pouvoir passer la main ensuite au business analyst, la personne qui est peut-être responsable du domaine vente, par exemple, et lui qui va documenter un peu plus la data et la rendre accessible par toute sa communauté d'utilisateurs. Et donc, finalement, on arrive au business user. Et donc, il va falloir articuler en fait cette collaboration. Et en fait, si on regarde dans l'évolution des technologies de la data, ça n'a pas forcément favorisé ça. Vous voyez, on a tendance à avoir des outils individuels. Donc, par exemple, beaucoup d'utilisateurs métiers utilisent Tableau. Tableau, maintenant, offre des outils de data préparation. Mais ça fait de la préparation que dans un contexte Tableau. Donc, à côté de ça, vous avez des data scientists qui ont un autre environnement, qui utilisent leur propre plateforme, peut-être DataIQ, et ils vont avoir d'autres outils qui vont leur permettre de créer d'autres choses. Et tout ça, ça va créer des data silos. Donc, l'important, c'est ça, c'est d'arriver à faire travailler ça, tout le monde ensemble.
Et c'est vraiment ça l'ambition de Talend, c'est d'avoir en fait ce qu'on appelle une data fabrique qui permette de faire converger en fait tous les besoins de la data sur une seule source et sur un seul point de contrôle. Donc, je l'ai dit, ça s'appelle la data fabrique. Cette data fabrique, on a choisi beaucoup de la montrer aujourd'hui. Elle a des fonctions collaboratives qui permettent à plusieurs personnes de travailler ensemble dans un processus d'amélioration de la donnée. Elle intègre une consommation accélérée avec de l'IA, de l'automatisation, et ça aussi, on le montrera concrètement avec quelques fonctions utilisées. Elle permet de décloisonner les données, c'est-à-dire les données, elles ne sont pas forcément accessibles pour une poignée d'utilisateurs, mais on va les rendre accessibles en self-service pour un large nombre d'utilisateurs et aussi aux applications. Donc la notion d'API est très très importante parce que ça permet de décloisonner les données, pas seulement pour une utilisation manuelle par des personnes pour de l'analytique. Cette plateforme, elle va fonctionner dans le cloud. Donc ça, c'est important de pouvoir ne pas se donner de limites. Si je veux à un moment partager des données avec des fournisseurs, par exemple, si c'est dans le cloud, c'est assez facile à faire. Il suffit que je débloque des accès. Là aussi, on l'illustrera dans la démo puisque moi, je suis de Talend et je vais accéder à la plateforme de Kyrus. Et puis, on va chercher à faire une démocratisation pour les non-techniciens, ce qu'on montrera dans l'utilisation de data préparation. Donc voilà les grands principes. Et là, je repasse la main à Simon pour qu'il aille un peu plus dans le détail des différents composants de la plateforme et puis qu'il initie la démo. Donc, pour reprendre de manière très pragmatique ce que vient de nous expliquer Jean-Michel en termes d'outils, tous centrés autour de cette Talend Data Fabric, qui est vraiment la plateforme unifiée qui va fédérer notre équipe data. On retrouve 4 thématiques d'outils. Les premiers sur une thématique de collecte ou d'ingestion de données dans le sens ingestion massive de données, c'est-à-dire soit du pipeline temps réel, soit du bulk de fichiers à de grosses volumétries vers des architectures cloud. Donc, il y a 3 outils dans la plateforme Talend Data Fabric qui sont capables de répondre à ce besoin. Le premier, c'est Stitch. Stitch, c'est un outil qui a été acquis il y a quelques temps par Talend pour ses capacités de chargement massif et intégré à la plateforme, donc Stitch Data Loader, qui fait du chargement massif sur les databases cloud. On va utiliser dans notre exemple et dans notre démo Snowflake. Typiquement, Stitch est un excellent outil pour faire du chargement massif sur Snowflake. Pipeline Designer, qui est en rouge parce que c'est un outil qu'on va manipuler là, pendant la démo. Donc Pipeline Designer, c'est, si je caricature, le pendant du studio que vous connaissez tous, qui est le client lourd historique de Talend, qui permet de faire de la manipulation de données aussi bien avec le studio data intégration que le studio big data. Pipeline, c'est son pendant complètement intégré au cloud, où je vais faire du design graphique, qui va me permettre de faire du coup de l'ingestion directement en utilisant cet outil de développement dans le cloud, qui est donc complètement intégré à ma Talend Data Fabric. Tous les outils de gouvernance de ma data, qui est le data catalog, vraiment l'outil de traçabilité de la donnée au sens cartographie de la donnée, dans lequel je vais pouvoir faire mon data lineage. Le data inventory, c'est vraiment la dernière nouveauté de Talend qu'on va vous montrer pendant cette démo. Le data inventory qui apparaît comme un annuaire de données Talend, avec de données mises à disposition par la plateforme Talend, dans lequel je vais pouvoir faire du scoring de ces données, je vais pouvoir faire de la mise en valeur de ces données. À côté de ça, toujours dans la gouvernance de données, les modules de qualité de données de Talend historiques et qui continuent à fonctionner de manière très, très, très forte, et la console de stewardship qui permet d'avoir une console à destination des data stewards pour valider des actions ou valider des jeux de données qui auraient été mis en amont, mis en avant dans des développements studio.
La partie vraiment traditionnelle de Transform, de TL, dans la plateforme Talent, qui est soit faite avec la partie Pipeline Designer, qu'on verra dans la démo, donc le studio en mode cloud, le studio historique Talent que vous connaissez tous, et la partie Data Prep que Jean-Michel manipulera pendant la démo, qui est un outil là plus dédié à des utilisateurs métiers de manipulation de données et de transformation de données. La dernière brique, c'est vraiment la partie partage de données. Cette partie partage de données, elle est caractérisée autour de la plateforme API Services chez Talend. La philosophie d'API Services, c'est contract first, c'est-à-dire je commence par utiliser mon outil qui s'appelle API Designer. Dans l'outil API Designer, je vais designer mon contrat d'interface, élaborer mon contrat d'interface. Un contrat d'interface, dans le cas d'API, c'est quoi? C'est définir un protocole d'appel d'API. Un protocole d'appel d'API, ça contient une méthode d'authentification, des paramètres entrants, la typologie de ces paramètres entrants, est-ce que c'est du XML, du JSON, les paramètres sortants, les différentes méthodes qu'il y a derrière, en fait, tout ce qui caractérise une API. Cette API, dans API Designer, je vais la designer et je vais pouvoir en générer plusieurs sorties, soit des métadatas qui seront disponibles dans API Services pour le design de mon API et la mise en amont de mon API, de la documentation pour mes développeurs, pour mes métiers, pour mes partenaires extérieurs, des formats d'échange standards de métadonnées d'API. On est depuis API Designer capable de générer des fichiers Swagger, ces fameux fichiers que je vais pouvoir utiliser dans mes plateformes d'API Management, ou directement des cas de test dans ma dernière plateforme qui est API Tester. API Tester, c'est l'outil de test de mes API qui peut être intégré, lui, et tout automatisé et tout industrialisé dans une plateforme d'intégration continue. Et je vais utiliser les fonctionnalités d'API Tester pour valider en intégration continue mais les différentes API. Donc tous ces modules, que ce soit de la collecte, de la gouvernance, de la transforme, du share, sont vraiment intégrés à une plateforme Talent Data Fabric. Et on va le voir pendant la démo, les jeux de données que je vais travailler dans Pipeline Designer ou Data Inventory, je vais pouvoir les retrouver, les partager entre utilisateurs et les faire aller d'outil en outil en fonction des cas d'usage et des besoins que je vais exprimer. Donc pour ça, on va vous faire une démo autour d'un cas très concret qui est la société Acme. Donc n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à l'écrire dans la partie questions du webinaire. On pourra y répondre en toute fin de présentation. Elle est là pour ça. Donc la partie démo va se passer donc, sur une société qui s'appelle Acme. Cette société, elle est aujourd'hui avec un enjeu très fort, avec la crise actuelle. Elle se retrouve avec d'un côté ses canaux de vente boutique et son système de caisse boutique, de l'autre côté ses canaux de vente web et son système de vente web. Ces données, c'est vraiment du multicanal. On a deux systèmes en silo complètement distincts. Le but, ça va être d'essayer de merger ces données vers un mode omnicanal pour pouvoir booster ces campagnes marketing qui ont des déficits parce qu'on a des campagnes marketing issues des boutiques, des campagnes marketing issues des données web. On va essayer de réconcilier tout ça dans une vue 360 de façon à vraiment apporter de la valeur sur ces données clients et être capable de faire de la campagne marketing ciblée, opérationnelle et un petit peu plus fiable. Donc, pour répondre à ces enjeux business, une équipe de 2 personnes, Jean-Michel, qui jouera le rôle du marketing dans cette démo. Jean-Michel a pour but d'améliorer l'efficacité de ces campagnes marketing pour lesquelles il y a très peu de retours. Et moi, Simon, qui en jouerai le rôle du data engineer, qui va essayer de préparer à Jean-Michel des données un petit peu plus fiables. Donc les problèmes qu'on rencontre chez Acme, c'est des données en silo pour l'instant, avec les données du CRM boutique d'un côté, les données du site web de l'autre. Du coup, des infos clients très morcelées et qui font qu'on a peu d'infos sur le client et donc un faible impact marketing. La qualité de données qui n'est pas très maîtrisée entre les deux outils et des problèmes pour arriver
à réconcilier ces données entre les deux systèmes. Donc, le scénario de la démo pour lequel on va essayer de répondre à cette problématique, c'est donc deux sources de données issues de deux systèmes différents, le système Shopify, qui est un premier canal de vente, et le CRM qui est le deuxième canal de vente. Moi, en tant qu'ingénieur data, je vais utiliser le premier outil qui est Pipeline Designer pour merger les données issues de ces deux canaux dans Pipeline Designer, faire un peu de qualité de données dessus et de rapprochement de données. Je vais, à l'issue de cette étape Pipeline Designer, générer et mettre à disposition dans Data Inventory un jeu de données qui sera, dans le cadre de notre démo, hébergé sur une instance Snowflake en mode full cloud. Et à partir de là, Jean-Michel reprendra la main sur ce jeu de données mis à disposition dans Data Inventory pour, à l'aide de l'outil DataPrep, améliorer encore la qualité de ces données et diffuser ce jeu de données validé, certifié et sécurisé à ces équipes de data marketing ou en nouvelle source de données aux équipes de data ingénieurs qui réutiliseraient ce jeu de données pour faire de la data traditionnelle. Donc pour répondre à cette problématique, je vais me connecter à mon portail Talend, donc ma fameuse Talend Data Fabric, dans laquelle, en tant que data engineer, j'ai accès à l'ensemble des modules, mais le premier que je vais regarder, c'est Data Inventory, sur lequel j'ai préparé mes connexions à mon système Shopify et à mon système CRM. Donc, dans Data Inventory, je vais retrouver 4 objets. Le premier, c'est mon objet connexion, donc c'est vraiment au sens métadonnées, la manière dont je vais me connecter à mes différents systèmes. Donc là, j'ai 3 connexions qui vont me servir pendant la démo. La première, c'est celle qui se connecte à mon système de CRM. La deuxième, local connection, se connecte à Shopify. La troisième, Staging Snowflake, c'est mon espace de travail Snowflake qui va me permettre d'accueillir mes données temporaires. Ces connexions, je vais les mixer avec des attributs que je vais pouvoir de l'enrichissement. Donc, je vais dans Talend pouvoir déclarer des types sémantiques. Donc, un type sémantique, c'est un dictionnaire de données que je voudrais potentiellement appliquer à une colonne pour valider ma qualité de données. Donc, dans la démo, pour la démo, j'ai créé un nouveau type sémantique que j'ai appelé canal d'acquisition. Canal d'acquisition, c'est quoi? C'est un dictionnaire de données qui dit un canal d'acquisition valide, c'est une valeur parmi une liste de valeurs, et j'ai défini donc une liste de valeurs qui est email, publicité, organique ou événementiel. Donc je dirais, la qualité de données, elle sera valide si une colonne de type acquisition channel a bien une valeur parmi ces 4 valeurs uniques. Je vais également pouvoir définir des attributs personnalisés. Donc les attributs personnalisés, c'est des métadonnées que je vais associer à mon jeu de données pour pouvoir le caractériser. Est-ce que mon jeu de données est confidentiel ou pas? Est-ce qu'il comporte des colonnes masquées ou pas? Dans quel but métier il va être? Ce qui va me permettre, quand je serai dans ma vision jeu de données, de filtrer mes différents jeux de données pour retrouver un jeu de données de manière un petit peu plus simple. Et donc, le dernier élément de Data Inventory, c'est jeu de données. Donc, jeu de données, ça représente tous les jeux de données qui sont catalogués dans Data Inventory. Donc, pour ma démo, je vais utiliser mes données issues du système Shopify. Je vais utiliser mon jeu de données, des données issues de mon legacy. Ces deux jeux de données, je vais les mixer pour préparer un jeu de données à destination de Jean-Michel. Donc le premier, Legacy CRM, si je regarde, je vais mis mes attributs personnalisés qui me permettent de le cataloguer. Et donc si je recherche derrière tous mes jeux de données pour le marketing digital, je vais remonter ce jeu de données. Et la plateforme va me faire sur un échantillon de la qualité de données et mettre en valeur cette qualité de données. Donc là, ce que me dit la plateforme, c'est que par défaut, si j'ouvre mon jeu de données, j'ai des valeurs valides,
des valeurs considérées comme vides et des valeurs invalides. Donc si je regarde mon jeu de données en tant que tel, qu'est-ce que c'est que des valeurs invalides? Typiquement, pour Talend, la colonne country, pays, l'algorithme d'intelligence artificielle de country a analysé le contenu de cette colonne sur cette valeur d'échantillon, a vu que cette colonne country apparemment contenait un code pays sur 2 caractères, et en appliquant le type sémantique code pays sur 2 caractères, a dit, bon ben voilà, maintenant que j'ai appliqué ce type-là, j'ai quand même 44 valeurs qui sont différentes d'un code pays sur 2 caractères. Je vois que u.s, c'est pas un code pays sur 2 caractères. J'ai également une valeur vide, donc un code pays non renseigné. Et donc je vais pouvoir sur chaque colonne, comme ça, voir la qualité de données. La ville est relativement bien renseignée, l'email est peu renseigné, le prénom et le nom sont bien renseignés, le montant est bien renseigné, et l'ensemble de ces valeurs va me donner un score de confiance. Ce score de confiance, c'est l'algorithme d'intelligence artificielle qui va le définir en fonction de cet échantillon, et qui va me dire il a un score de confiance de 3,61 sur 5. On verra avec Jean-Michel tout à l'heure qu'il y a des actions pour certifier ou donner une note en tant que propriétaire de la donnée à ce jeu de données et potentiellement améliorer cette note. Mais la première note de 3,61, c'est vraiment l'algorithme d'IA de Talend qui va la générer. Je vais retrouver également donc, mon deuxième jeu de données qui est mes données issues de Shopify. Donc, ce jeu de données a une note un petit peu moins bonne, pourtant c'est lui qui contient l'essentiel de mes données, donc c'est sur ce jeu de données-là que je vais travailler. Je retrouve également donc, sur ce jeu de données-là un email qui est aussi pas très bien renseigné, donc le but ça va être de coupler les données de Shopify et les données du CRM pour essayer d'obtenir plus d'adresses email valides. Je vois que acquisition channel qui a été reconnue automatiquement en tant que type sémantique acquisition channel par le moteur d'IA de Talend est pas très bien renseigné. Donc si Jean-Michel veut faire des campagnes ciblées en fonction du canal, les données telles qu'elles sont pas terribles. Et je vois qu'entre les deux jeux de données, le seul lien que je vais avoir, ça va être le nom, qui ici est dans une seule et unique colonne, full name. De l'autre côté, dans 2 colonnes, une prénom, une nom. Donc là, je vois qu'il va falloir que je découpe ce nom en nom-prénom, que je le mette en majuscule, parce qu'a priori, il n'est pas ici en majuscule sur toutes les lignes, avant de pouvoir faire le rapprochement. Donc partant de ce constat, je vais me retrousser les manches, ouvrir Pipeline Designer et préparer le jeu de données en utilisant Pipeline Designer à destination de Jean-Michel. Donc j'ouvre Pipeline Designer. Donc, dans Pipeline Designer, je vais créer un nouveau pipeline, c'est-à-dire un nouveau flux de manipulation de données. Donc une console moderne, full web, qui va me permettre donc de petit à petit, en ajoutant des briques, rajouter de l'intelligence à mon jeu de données et délivrer un jeu de données à Jean-Michel. Donc je vais commencer par dire quelle est ma source de données. Donc je pars des données de Shopify. Donc la particularité de Pipeline Designer, c'est en bas de donner de suite un aperçu des données telles qu'elles sont visibles à la sortie du composant. Donc là, je vois que la lecture de Shopify Customer me renvoie à des enregistrements qui ont un certain nombre de colonnes. Donc la première chose que je vais faire, c'est découper mon nom complet pour en faire un nom, un prénom, et pouvoir le merger avec les données issues de mon CRM. Donc pour faire ça, je vais rajouter un composant. Ce composant, c'est un composant de découpage, puisque je vais découper nom et prénom. Je vais retrouver dans ma liste des fonctionnalités de découpage, donc je pourrais scinder le texte en partie en essayant de trouver le caractère blanc, etc. Mais je vais utiliser plutôt le moteur d'intelligence artificielle de Talend, et je vais retrouver dans les différentes fonctions extraire des parties de nom complet. Donc ça veut dire que Talend va essayer automatiquement d'analyser le contenu de cette colonne et de découper à partir de dictionnaires de prénoms, de dictionnaires de noms, le prénom, le nom, le titre de la personne, et ainsi de suite.
Donc, je lui dis simplement sur quelle colonne appliquer cet algorithme, c'est la colonne qui contient le nom complet, et quelles sont les informations qu'elle va extraire de cette colonne. Donc ici le titre, le prénom, le nom de famille, et on peut laisser le score. Donc je sauvegarde, on voit qu'ici il a régénéré automatiquement un aperçu, donc il me dit le découpage en entrée pour le premier enregistrement, j'ai sorti ici ces valeurs-là. Donc il a découpé mon nom en un prénom, un nom, pour un score de confiance de 0,95, c'est quelque chose d'excellent. Donc là, je vais pouvoir lui faire confiance. J'avais dit que le nom n'était pas forcément majuscule, on avait vu que c'était le cas quelques lignes en dessous, donc je vais également appliquer une fonction pour mettre en majuscule ce nom. Donc pour ça, je rajoute une nouvelle étape à mon traitement. C'est une étape de type chaîne de caractères, puisque je vais manipuler une chaîne de caractères et ajouter une fonction sur mes chaînes de caractères. Donc la fonction que je vais voir ajouter, c'est convertir en majuscule. Qu'est-ce que je veux convertir en majuscule? C'est mon nom de famille. Et le résultat de cette conversion reste dans la colonne d'origine. Je ne crée pas une nouvelle colonne pour ceci. Nouvel aperçu de données. Sur cette colonne-là, sur cette ligne-là, il n'y a pas de changement puisqu'il était déjà en nom. Si je descendrai si je fouille un petit peu plus bas, je trouverai l'exemple qui montre que ça a bien été mis en majuscule. Une fois que j'ai mon nom et mon prénom, je vais pouvoir rapprocher ça de mes données CRM en utilisant un nouveau composant de jointure. Donc ce composant de jointure, il va me demander à quel jeu de données je vais vouloir rapprocher les données que je suis en train de travailler, c'est les données issues de mon CRM. Je dis de garder par défaut, enfin, de garder une jointure à gauche, c'est-à-dire toutes mes données de Shopify Customer vont être en sortie, même si elles n'ont pas trouvé de correspondance sur mon CRM. Et je vais dire de faire le lien entre le nom de famille de mon flux principal et le nom de famille de mes données du CRM. Donc j'ai maintenant de suite l'aperçu qui s'est affiché avec les cas de figure des différents enregistrements. Sur le premier, je vois bien que j'ai mon enregistrement à gauche qui n'a pas trouvé de valeur dans le CRM. Le deuxième n'a pas trouvé d'enregistrement, le troisième non plus, le quatrième cette fois. Je vois bien que j'ai un enregistrement qui arrive de Shopify, qui a trouvé un enregistrement qui arrive de mon CRM. Je vais pouvoir maintenant rajouter un petit peu d'intelligence à la manière dont on traite cette jointure. Je vais dire à mon pipeline si j'ai des données issues de ma jointure, elles vont être privilégiées par rapport aux données de mon Shopify. Donc pour ça, je vais vous montrer un petit peu les capacités avancées de Pipeline Designer. Dans le Talent Studio, vous pouviez poser un composant de type Java et écrire du code Java. Dans Pipeline Designer, vous avez la possibilité de poser un composant de type Python, un langage qui est un petit peu plus orienté pour les data engineers modernes, et venir écrire du code Python. Donc, le but de la démo est pas que vous me regardiez écrire quelques lignes de code Python. J'ai triché, j'ai préparé mon code. Ce code-là dit quoi? Dit en sortie, je garde par défaut les champs issus de mon enregistrement gauche, c'est-à-dire de mon enregistrement Shopify. Je supprime les colonnes temporaires qui m'avaient servi de travail. Et si jamais j'ai des données issues de mon enregistrement droit, c'est-à-dire de mon enregistrement CRM, ces données viendront écraser les données issues de mon enregistrement gauche. Je vais sauvegarder mon code. Il a automatiquement exécuté ce code sur mon échantillon de données. Donc je vois bien que mes 4 enregistrements, mes 4 colonnes complémentaires ont disparu et les différentes valeurs sont issues soit de la droite, soit de la gauche en fonction de la règle que j'ai implémentée.
Je vais simplement rajouter ma dernière étape de qualité de données, c'est qu'on a vu que j'avais beaucoup de valeurs d'acquisition qui étaient vides, et je vais dire que quand c'est vide, je vais mettre ma valeur par défaut, qui est la valeur organique, pour améliorer un petit peu la qualité des données que je transmets à Jean-Michel. Je rajoute un dernier composant qui est nettoyage de données. Ce nettoyage de données, je dis remplir les cellules vides avec du texte. C'est la partie acquisition que je vais vouloir remplir, et quand elle est vide, je vais remplacer cette acquisition par la valeur organique. Donc, là c'est pas l'IA qui me propose organique, c'est simplement que cette démo a été répétée sur cet environnement, et Chrome me propose automatiquement un texte déjà saisi. Il y a de la magie beaucoup, mais pas jusqu'à ce point-là. Donc à l'issue, je vais pouvoir voir que sur mon deuxième enregistrement, par exemple, qui était vide, j'ai bien organique qui est apparu. Je vais considérer en tant que data ingénieur que mon jeu de données est préparé. Donc je vais stocker ce jeu de données dans mon staging Snowflake. Donc pour ça, je vais ajouter une destination. Une destination en tant que nouveau jeu de données. Ce nouveau jeu de données, je vais l'appeler Keras Talent Demo. Il va être stocké dans mon staging Snowflake. C'est un type table. Et on va créer une nouvelle table qui s'appellera Keras Talent Demo. Donc je devrais avoir une petite erreur qui s'affiche ici, comme quoi il n'arrive pas à avoir d'aperçu de cette table-là, tout simplement parce que cette table n'existe pas encore en base de données. Donc je vais demander, voilà, l'échantillon n'est pas disponible parce qu'il n'a pas réussi à récupérer un échantillon de cette base de données. Je vais simplement demander à Pipeline Designer de créer automatiquement cette table en base de données. On va sauvegarder et exécuter mon flux Pipeline Designer. Donc ici, je suis en mode Cloud Engine, c'est-à-dire que j'ai choisi d'utiliser un moteur d'exécution dans le cloud de Talend. Donc là, on est en mode vraiment full managé et administré par Talend. J'ai aucune maintenance à faire sur ce moteur d'exécution. C'est Talend qui me le met à disposition, me l'administre et fait qu'il est dispo en H24 et en 7 jours sur 7. Si j'ai le choix de déployer dans mon SI des moteurs d'exécution et de faire que ici l'exécution de ce pipeline se fasse en utilisant les capacités de mon SI. Il n'y a pas de contrainte particulière. Donc je vois que une petite pop-up s'est affichée me disant que mon pipeline s'est exécuté de manière c'est terminé, donc je vais pouvoir retourner dans Data Inventory. Normalement, dans Data Inventory, devrait apparaître mon nouveau jeu de données Keras Talent Demo. Ce nouveau jeu de données, je vais pouvoir ici aller récupérer un échantillon pour voir quelle qualité de données je suis en train de délivrer à Jean-Michel. Donc on a calibré un warehouse Snowflake chez Talend qui s'arrête très rapidement, donc il faut à chaque fois redémarrer cette puissance de calcul Snowflake pour une petite requête, ce qui explique un petit peu les temps de réponse également. Et donc ce que je vois, c'est ici un jeu de données qui est un petit peu plus complet que ce qu'on avait tout à l'heure. Moi, en tant que data ingénieur, on va dire que le travail me satisfait, que je suis ici en mesure de le fournir à Jean-Michel. Et donc, je vais partager ce jeu de données avec Jean-Michel pour qu'il puisse derrière faire son travail de marketing. Donc, pour partager le jeu de données, on est quand même sur une plateforme sécurisée. Là, si Jean-Michel maintenant regardait Data Inventory, il ne verrait pas ce jeu de données. Donc, je vais lui partager le jeu de données. Donc ici, comme on a une petite organisation, on n'a pas fait de groupe, de hiérarchie de groupe, etc. Donc je vois vraiment la liste exhaustive des personnes. Je vais dire que Jean-Michel devient propriétaire du jeu de données. Maintenant,
je lui fais confiance, il peut faire ce qu'il veut de ce jeu de données. Donc je partage ce jeu de données, je vais donner la main à Jean-Michel et on va le laisser travailler un petit peu. Donc, est-ce que tu vois mon écran? On voit ton écran, parfait. Alors, donc, je reprends la main, je vais essayer d'accélérer un petit peu parce qu'on est en avant. Je rafraîchis mon écran. Et donc, pardon, je vois dans mes jeux de données, je vois que, alors est-ce que je vois ton... C'est le premier Kyrus Talent Demo, le premier. Voilà. C'est voilà, le Kyrus Demo, effectivement, qui a été fait il y a 4 minutes. Et donc, ce qu'il m'a envoyé, ça me satisfait bien sûr, mais je me dis le code score de confiance 331, je pense que je peux faire un peu mieux. Moi, je suis un business user, je connais mieux les données que lui. Donc, toute la partie un peu technique, je suis pas à l'aise. Mais par contre, je peux améliorer les données. Et pour ça, j'ai un outil qui s'appelle Data Préparation. Et donc, je lance Data Préparation. Et en fait, vous voyez que Data Préparation va me présenter les données que Simon vient de travailler, mais sur un format tabulaire, un format un peu Excel qui, moi, va m'être un peu plus familier. Et donc, je vois tout de suite mes données, j'ai une vue de leur profiling. Et donc, comme je les vois, je vais commencer à voir comment je peux les améliorer. Donc, par exemple, là, la première colonne, l'adresse, moi, j'aime bien avoir des adresses un peu normalisées, avec des virgules, avec des majuscules. Donc, je vais aller sur l'adresse. Alors, mettre une virgule après le numéro, des majuscules sur chaque mot, etc. S'il faut que je fasse des commandes à chaque fois, splitter des colonnes, etc., c'est un peu compliqué. Moi, j'ai pas le temps. Et heureusement, j'ai une fonction qui est toute nouvelle dans DataPrep qui s'appelle remplir par magie. Alors, on va voir si la promesse est vraie. Donc, remplir par magie, le principe, c'est que je clique sur ma colonne. Je ne veux pas créer une nouvelle colonne et je vais lui donner des exemples de ce que je veux faire. Donc, je prends ma première ligne, je fais un copier-coller de cette valeur et ce que je lui demande, c'est de prendre cette même valeur, mais de rajouter une virgule, de rajouter une majuscule sur chacun des mots des adresses. Donc ça, c'est pour le premier. Je prends un deuxième exemple. Je peux en donner jusqu'à 5, mais pour les besoins de la démo, il suffit d'en donner 2 pour que le soft comprenne. Donc, je lui dis ce que je veux transformer et je lui soumets. Alors, je ne suis pas obligé de cliquer tout de suite sur le bouton. Je peux avoir, vous voyez, une preview de la fonction. Donc, c'est bien ce que je veux faire. Donc, effectivement, je peux la soumettre. Donc là, j'ai ajouté une première étape dans ma préparation. Je continue à regarder mes colonnes et je vois que sur la colonne pays, il y a un problème. Il y a un certain nombre de valeurs qui sont invalides. Sur l'échantillon, il en détecte 101. Donc, je zoome sur ces valeurs invalides. Je vois que il y a USA, donc visiblement, ce n'est pas un code ISO 2, c'est un code ISO 3. Donc ça, je vais demander tout de suite de corriger le problème. Donc, je cherche les fonctions qui s'appliquent au code pays. Je ne veux pas créer une nouvelle colonne. Je prends tout ce qui est en code ISO 3 et je les passe en code pays ISO 2. Et je soumets. Donc là, c'est déjà mieux. Maintenant, j'ai encore des problèmes de valeurs qui sont affichés. Donc, je remplace US par US, qui est en code ISO 2, directement en tapant dans la colonne. Il me demande si je veux l'appliquer aux colonnes identiques, ce qui est le cas. OK, donc maintenant, ma colonne country est bonne. Je suis satisfait avec ça. Je vais encore faire une ou deux manips. La première, c'est qu'il y a des téléphones et en fait, si vous connaissez GDPR, GDPR impose de ne pas mettre de données personnelles si elles ne sont pas strictement utiles. Et là, pour mes besoins, j'ai besoin de faire une campagne emailing, mais je n'ai pas besoin du téléphone. Donc, pourquoi s'embêter à avoir des problèmes avec GDPR? Ce que je vais faire, c'est que je vais demander de masquer les colonnes. Donc, j'ai des fonctions dans DataPrep qui permettent tout de suite de masquer mes colonnes, de choisir mon mode de masquage. Ici, je choisis un répétable. Comme ça, par exemple, s'il y a besoin de joindre sur ces valeurs-là, ça continuera à faire des jointures, mais ça ne donnera pas le vrai numéro de téléphone personnel de chacune des personnes.
Voilà, donc là, je suis pas mal. Je voudrais aussi que ma segmentation soit correcte. Donc pour ça, je vais sur la colonne industrie. Je vois qu'il y a dans les valeurs, il y a quelques valeurs qui sont pas terribles. Donc ce que je vais lui demander, c'est de faire une fusion des données, de standardisation de valeurs par rapprochement flou. Donc ça s'appelle dans le jargon du fuzzy logic. Bon, comme je suis utilisateur métier, on m'affiche pas de jargon, mais c'est ça que j'applique derrière. Donc en fait, vous voyez derrière la richesse de data prep en fonction un peu intelligente. Mais l'idée, c'est de rendre l'utilisateur, d'abstraire l'utilisateur de ça. Donc je suis content. J'ai fait tout mon travail sur les données. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les exporter. Donc là, DataPrep me propose quelques options. Alors, à ce jour, il ne propose pas encore de le mettre directement dans Data Inventory. Donc ça, on va voir, on va passer par une étape intermédiaire. Dans le futur, bien sûr, il y aura ces fonctionnalités qui seront proposées. Donc, je crée un fichier intermédiaire qui va être un fichier Excel que je vais mettre sur mon poste. Donc, je vais appeler Keros Demo. Et donc, j'exécute ma préparation. Ça va mettre quelques petites secondes à s'exécuter. Et donc, à partir du moment où elle va être disponible, je vais pouvoir le récupérer sur mon poste de travail. Ce qui est le cas, donc je le récupère ici sur mon poste de travail. Et cette étape-là, ça va me permettre de montrer aussi comment je peux importer des datas dans Data Inventory. Donc, je reviens dans l'outil qu'on a vu tout à l'heure, Data Inventory. Je lui demande d'aller chercher un fichier. Je vais prendre le fichier, en l'occurrence, que je viens d'importer. Et donc là, ce qu'est en train de faire le software, c'est qu'il est en train d'introspecter automatiquement mon fichier. Là, pendant qu'il est en train de l'introspecter, je peux mettre une description. Donc, ceci est le fichier amélioré. Voilà, je peux le sauvegarder. Et donc, vous voyez que l'outil m'a fait encore une fois une introspection des données automatiques. J'ai un peu amélioré le trust score parce que j'ai fait des améliorations. Comme j'ai été vite, je n'ai pas totalement amélioré. Peut-être que je vais le faire la prochaine fois. Mais enfin, là, pour l'instant, ça me suffit pour mon use case. Donc, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une certification de ce dataset. J'en suis propriétaire. J'ai le droit de le certifier. Et donc, je vais demander une certification. Et vous voyez que le fait d'avoir mis une certification a fait augmenter le trust score, évidemment, puisque j'en suis le garant. Donc, je suis passé d'un 3,5 à 4,15. Je vais aussi ajouter une note. Et comme je suis relativement satisfait de moi, mais pas totalement, je vais mettre une note de 75%. Et là encore, vous voyez, le fait d'avoir ajouté cette note permet d'améliorer le trust score. Et donc, en travaillant ensemble, qu'est-ce qu'on a fait avec Simon? En fait, on a réglé notre problème, c'est-à-dire qu'on a transformé des données qui étaient en silo dans des données de confiance que je vais pouvoir utiliser, alors d'une part pour faire de ma campagne marketing, mais aussi peut-être dans autre chose, puisque maintenant c'est dans Snowflake, je peux en faire de la business intelligence, par exemple. Donc j'ai vraiment désiloté mes données et chacun y a trouvé son compte, c'est-à-dire du côté de Simon, il a pu accélérer son efficacité, il a pu prendre le contrôle des données, les référencer de manière centrale. Moi, j'ai pu les appliquer par rapport à mon cas d'usage. Donc, en conclusion, nous, on pense, Talent, que la transformation numérique, c'est une combinaison de deux choses. C'est pouvoir comprendre mon business. Donc, ça, c'est toute la partie business intelligence, enrichir les datas et les rendre plus explicites. On l'a vu, par exemple, avec le Data Inventory qui rajoute toute cette compréhension de ce qu'il y a dans les données. Et puis la deuxième étape, on l'a peu montré aujourd'hui, c'est aussi de permettre de la monétiser. C'est-à-dire qu'on ne veut pas en faire que de la business intelligence de ces données, on va ensuite pouvoir les utiliser dans les applications. Donc ça, c'est toute une autre dimension de Talend, la partie temps réel, la partie API que l'on propose dans la Data Fabric. Donc la Data Fabric, c'est ça justement, c'est la capacité à mettre les données au service d'enjeux business. Donc là, on était plutôt dans transformer la donnée en bénéfice pour notre campagne. Et en fait, on est parti de données qui étaient pas homogènes et on les a référencées en un seul point. Et on a permis, autour de ce seul point, de mettre en place tout le processus
d'intégration des données, mais un processus simple mené par des utilisateurs plutôt métiers ou des combinaisons d'utilisateurs techniques et des utilisateurs métiers. Donc ça, c'est fourni dans Data Fabric. Data Fabric, c'est une offre qui marche sur le cloud. Il y a des composants on-premise, mais ça marche aussi full cloud. Donc c'est prêt à l'emploi. C'est conçu comme une data fabric. La data fabric, c'est un terme utilisé par pas mal d'analystes pour décrire une plateforme qui est capable de faire à la fois de l'intégration de données, de la gouvernance, du temps réel, de la qualité de données. Donc ça, on l'a vu dans la démo. Et le dernier point, c'est qu'il ne tient qu'à vous de l'essayer, c'est-à-dire qu'il y a un essai gratuit pour 14 jours où vous pouvez, par exemple, aller jouer avec vos données Salesforce et les mettre en qualité pour voir comment vous pouvez améliorer vos processus. Donc ça, c'est pour la plateforme, mais évidemment, il faut la mettre en œuvre. Donc là, je laisse la main à Simon pour évoquer la démarche de Kirus pour le mettre en œuvre. Oui, alors Kirus, on est avant tout un partenaire de Talent avec le plus haut niveau possible. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est revendeur de licences Talent, on est en mesure d'étudier avec vous soit votre parc existant pour voir dans quelle mesure il peut accueillir ces nouveaux outils ou évoluer vers ces nouveaux packaging, ou pour un nouveau client, quel est le packaging idéal à vos use cases et ce qu'il faudrait mettre en œuvre chez vous. Si vous êtes dans le cas de clients qui ont un packaging qui a évolué et qui disposent maintenant de ces nouveaux outils, on est à même de vous aider à faire de la formation et à appréhender ces nouveaux outils. Le troisième cas, ce serait plus dans le cas d'un nouveau use case, vous aider à faire de la proof of value de cette plateforme dans la mise en œuvre de use case métier. On a potentiel soit de la licence de prêt de Talent, soit parce qu'on est vraiment, vous l'avez vu, sur des plateformes très intuitives et rapidement mises en œuvre, puisqu'on est pour la quasi-totalité en full cloud, capable de s'appuyer sur la plateforme de Trial Talent, ou purement et simplement vous accompagner dans la réalisation de vos projets autour de ces plateformes. Voilà. On a quelques questions qui nous sont remontées du chat. Je te les lis à voix haute, Jean-Michel, parce que je crois que tu ne les vois pas. On essaiera d'y répondre à deux voix. La parole de l'intégrateur et la parole de l'éditeur. La première est: bonjour, est-ce qu'il y a une brique supervision des flux API dans Data Fabric, un peu comme un middleware, et à côté des logs de test API ou développement? Donc en fait, API Services est vraiment un package intégré à la Talent Data Fabric. Donc la brique de supervision, c'est la TMC, la Monitoring Console, qui va faire apparaître les flux comme des jobs. On va les voir tourner, on va voir des stats d'exécution de ces différents flux, le nombre d'appels depuis qu'il a démarré, sur les 5 dernières minutes, sur les 15 dernières minutes, et on aura la possibilité, depuis cette interface d'administration, de voir les logs d'exécution et l'ensemble des logs d'exécution de cette API. Oui, je peux juste ajouter, c'est vraiment ça la vocation d'une data fabric, c'est de pouvoir offrir à la fois des fonctions qui sont des fonctions ad hoc. Là, on a vu plutôt dans la démo, c'était des choses, voilà, on a un moment où on se retrousse les manches et on améliore les données, et des fonctions plus, on va dire, opérationnelles qui vont donner lieu à des mises en production massives, etc. Et y compris pour des flux de streaming, des flux de temps réel. Donc c'est ça la data fabric, c'est la combinaison de ces deux dimensions, quoi. Là aujourd'hui, on voulait plus vous montrer la dimension ad hoc, mais c'est bien l'objectif de combiner les deux dans une même plateforme. Deuxième question est: Python est-il le seul langage applicable dans Pipeline? Data Fabric s'appuie moins sur Java, où il s'agit juste d'un choix lié aux qualités de Python. Donc effectivement, dans le Pipeline Designer, la seule brique qu'on puisse rajouter, c'est du code Python. On n'a pas la possibilité de rajouter de code Java dans Pipeline Designer. Oui, c'est aussi par une approche par rôle, c'est-à-dire on a un outil qu'on n'a pas montré ici, qui est un outil qui est plus technique, hein, qui est l'outil le Talent Studio, où là on peut aller plus profond dans la manière dont on va créer des pipelines.
Et donc là, dans le studio, on peut même rajouter des composants en Java. Enfin, on a toute cette capacité. Ici, dans Pipeline Designer, on a voulu viser une cible, typiquement le nouveau data engineer qui sort de l'école, qui en général connaît du SQL, du Python, et qui veut travailler sur des. Alors souvent, il travaille dans les métiers, ces genres d'utilisateurs. Donc, on a vraiment ces outils qui, selon le profil de vos développeurs, vont fonctionner, enfin vont être mieux adaptés pour chacun. L'idée, c'est qu'on ait une seule plateforme qui référence les données de manière centrale et avec un seul référentiel pour qu'ils travaillent ensemble. Troisième question. Bonjour, avec le cloud, est-ce que Talend arrête les outils de stockage de données, MDM par exemple, et se concentre uniquement sur les outils de manipulation de données et laisse le stockage à d'autres? Alors, ma vision de la roadmap de Talend et celle de l'intégrateur est effectivement l'outil MDM. L'outil MDM sort de la roadmap Talend et n'est pas un outil sur lequel Talend a prévu d'investir sur les prochaines années. Par contre, l'outil MDM Talent, ce n'était pas un outil de stockage de données, c'était vraiment une IHM MDM. Le stockage était lui fait dans un SGBD traditionnel qui par défaut était une base Java SQL. Mais Talend n'a jamais fait, à ma connaissance, de stockage de données. Donc on ne peut pas dire que Talend arrête les outils de stockage. Talend, pour moi, n'a jamais fait de stockage de données. Non, ce que je peux dire, c'est que d'ailleurs, MDM existe toujours. Hein. Il y a plein de clients qui fonctionnent avec MDM et qui sont en tout cas très contents. Maintenant, quand on voit le glissement vers le cloud, eh bien, on voit que les clients demandent à utiliser d'abord beaucoup plus de données, pas seulement des master data. Ils veulent stocker l'ensemble de leurs données clients et ils veulent le faire en s'appuyant sur les couches de stockage des grands providers du cloud. Et donc, effectivement, nous, la stratégie de Talend, c'est de dire, voilà, ces couches de stockage, elles existent. Donc, Talend est un outil qui permet de gérer des flux, qui permet d'accélérer les transferts de flux. Et quand vous faites un projet, par exemple, vous voulez avoir votre référentiel client, ça doit pouvoir marcher sur le stockage de Amazon ou sur le stockage de Azure. Ça doit être un choix d'architecture. Donc, on est sur des architectures, ce qu'on appelle le data hub dans le jargon des architectes, où on va choisir en fait l'architecture, on va dessiner l'architecture et Talend va s'occuper des flux. On a une solution moderne, Data Stewardship, qui répond à beaucoup de use cases de typé MDM et qui permet également de délivrer une version light de MDM avec des use cases déjà quand même assez sympathiques. Quatrième question, le traitement des adresses est purement basé sur des exemples de règles de validation. Un référentiel de données postales existe aussi par défaut et ou possible, connecteur. Dans le module de qualité de données, on a possibilité d'intégrer avec un référentiel de données postales. Dans la data prep, on a l'exemple et la démo qu'a fait Jean-Michel. C'est vraiment basé sur les exemples de règles. Jean-Michel, je ne me trompe pas en disant que c'est simplement les quelques exemples que tu as mis qui ont fait transiter. Il n'y a pas eu non, on n'a pas standardisé référentiel des adresses au format La Poste ou des choses comme ça. Ça, effectivement, ces fonctions-là, elles existent, mais elles sont dans le studio. C'est les fonctions, on va dire, les plus avancées. Donc, on va les retrouver, mais au niveau des développeurs, c'est pas des fonctions qu'on explose en self-service et pas dans Pipeline Designer. Ça viendra peut-être avec le temps, mais c'est pas le cas pour le moment. Et dans le studio, il faut la composante qualité de données pour bénéficier de ces fonctions. Tout à fait, ouais. Avec éventuellement des modules tiers pour vraiment standardiser les adresses dans des Melissa Data, des Google, des choses comme ça. Donc, on propose des composants qui intègrent ces modules tiers qui sont spécialisés sur la gestion d'adresses. La dernière question, pour l'instant, quelles sont les alternatives on-prem du MDM actuellement pour ceux qui ne souhaitent pas encore aller dans le cloud? En fait, le MDM aujourd'hui existe on-premise. Et en fait, la plupart des offres Talend existent en mode on-premise. On en a montré des exceptions aujourd'hui qui sont exclusivement cloud, c'est Data Inventory et c'est Pipeline Designer et c'est Stitch en fait qu'on n'a pas montré aujourd'hui. Mais c'est les trois seuls outils qui ne sont pas disponibles en version on-premise. Maintenant, vous pouvez bien sûr toujours choisir d'utiliser les composants on-premise de Talend, même si voilà, nous on pense que là, on voit un glissement très très fort et ça s'accélère avec le Covid des clients vers le cloud.
Par contre, en fait, ce qu'on permet de faire avec Talend, et ça c'est très important, c'est que c'est pas parce que vous avez votre plateforme Talend qui est dans le cloud que votre data processing est dans le cloud. On a la notion de remote engine qui permet de faire tourner du traitement de données à l'intérieur de votre entreprise. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire transiter les données par le cloud quand vous utilisez Talend Cloud. C'était la dernière question. Donc, je crois qu'on a fini ce webinaire qui est un petit peu débordé, mais on a été un peu bavard avec Jean-Michel sur ce webinaire. J'espère que ça a répondu à vos attentes. Donc n'hésitez pas à revenir vers votre interlocuteur Kérus, qu'il soit commercial ou opérationnel, si vous voulez plus d'infos sur le produit, sur ce qu'on peut faire avec, ou si vous avez des idées. Euh, et, et je vous souhaite une bonne fin de journée, enfin un bon appétit déjà, vu l'heure plutôt. Bon appétit à tous. Au revoir. Au revoir.